J'aimerais vous parler d'une découverte que j'ai faite il y a un peu plus de 10 ans, qui vient d'être publiée dans les dernières années, 98 à maintenant. Ce n'est pas encore très connu, il y a juste un petit noyau de scientifiques qui sont au courant de cette découverte, qui est d'importance car elle touche à un principe vital. Alors, qui dit principe vital, dit survie. On sait qu'il faut boire, il faut manger, il faut dormir pour survivre. On sait aussi qu'il faut savoir manger, savoir boire et savoir dormir pour mieux vivre. Or, cette découverte touche un principe vital qui est complètement ignoré de nos civilisations actuelles. Or, c'était connu autrefois dans les civilisations qui étaient pourtant des civilisations un peu barbares, où il semble que ce principe servait à une meilleure survie. Ça ne veut pas dire qu'elle servait à bien vivre, mais qu'elle servait tout au moins à une meilleure survie. Ce principe vital touche le rêve. Et voilà que la science peut rejoindre quelque chose qui touche à l'imaginaire, dont mon ami Philippe Bobola vous a parlé, et qui touche aussi à la poésie, à l'art. La science rejoindrait par un principe vital quelque chose qui est très profond en nous et que nous ignorons. Alors, d'où vient cette relation entre un principe vital et la science? Tout part d'une propriété du temps. Alors tout le monde a entendu parler de la relativité du temps. Einstein, E égale mc2, la bombe atomique, tout ça, c'est connu, pas dans les détails. Mais disons que personne ignore cette relativité du temps, et pourtant tout le monde ignore d'où ça vient, à quoi ça sert pour l'homme. Si une propriété physique ne sert pas à l'homme, alors cette propriété n'existe pas. Toute propriété physique sert en premier l'homme, son environnement, son temps et son espace. Alors ce temps, cette relativité, je vais en dire juste un petit mot, non pas pour paraître savant, ni pour vous rendre savant, mais simplement pour vous montrer que c'est une propriété très intéressante. À savoir, prenez deux jumeaux, l'un qui reste sur Terre et l'autre qui part dans une fusée. Mais il va partir dans une fusée un peu spéciale qui va aller à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. S'il part avec une vitesse qui est de 15 km par seconde, en dessous de la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde, s'il voyage pendant 20 ans, quand il revient sur Terre, il s'est écoulé 2000 ans. Vous imaginez un contemporain de Jésus qui partirait ainsi, qui aurait 20 ans, qui reviendrait, il aurait 40 ans, il faudrait qu'il connaisse tout d'un coup 2000 ans de vie sur Terre. Vous voyez donc que cette histoire de relativité est vraiment très très importante. Or, dans la vie courante, dans notre quotidien, nous ne voyons pas du tout le lien entre cette propriété et notre vie. Alors ça a fait dire à des scientifiques que c'était une utopie, c'était une théorie qui n'avait aucune réalité. Or, avec des expériences faites en 1972 par deux scientifiques, Affley et Keating, on a pu mettre en évidence cette propriété, à savoir que nous disposions d'horloges atomiques très précises, donnant le milliardième de seconde. Donc nous pouvons utiliser cet appareillage dans un avion qui tourne autour de la Terre, pendant qu'une autre horloge reste sur Terre. On le fait tourner dans le sens de rotation de la Terre, puis dans le sens inverse de la rotation de la Terre, pour pouvoir mesurer en suivant deux accélérations différentes de l'avion qui bénéficient dans un sens de l'accélération du mouvement de la Terre et qui, au contraire, est contrariée dans l'autre sens. Tout ça parce que cette relativité du temps est en fait liée à une différence d'accélération entre les deux observateurs, entre les deux jumeaux, celui qui reste sur Terre et celui qui part dans sa fusée. S'il n'y avait pas d'accélération, il n'y aurait pas de différence de temps. Seule l'accélération, il en faut une pour quitter la Terre à la vitesse de la lumière, et la décélération pour revenir, permet cette différence de temps. Donc, en faisant une expérience avec un avion qui part dans le sens de rotation de la Terre ou dans le sens inverse, nous voyons des différences d'accélération. Et de ce fait, nous pouvons mesurer. En 1972, la démonstration a été faite
273 milliardièmes de seconde avait été la différence de temps entre celui qui restait sur Terre, celui qui partait dans l'avion, et il y avait 3 milliardièmes de seconde d'écart entre les deux voyages, l'un dans le sens de rotation et l'autre dans le sens inverse. Donc depuis 1972, cette histoire de relativité est parfaitement établie. Deux jumeaux qui voyagent à des vitesses différentes sont obligés de vivre un temps différent. Ça veut dire aussi que, par exemple, si je vous quitte là en ce moment, je pars, je sors et je reviens, même que ma vitesse évidemment sera très très faible, mais j'aurai vieilli différemment. Alors évidemment, ce n'est pas sensible, puisque si vous prenez l'expérience d'Apollo, le voyage sur la Lune, les astronautes qui sont partis ont une différence de temps de l'ordre de la seconde. Donc vous voyez que ce n'est pas très mesurable. Mais tout cela pour vous dire que cette différenciation de temps existe. Alors d'où vient-elle? Eh bien, cela vient d'une propriété du temps qui n'est pas du tout continu. Nous imaginons un flux du temps continu, or c'est une succession de gouttes de temps séparées par du vide. La matière est pleine de vide, nous le savons. Si nous prenions l'humanité entière et supprimons le vide, l'humanité entière est un petit poids. Nous savons aussi que l'espace est plein de vide. Il y a quand même des millions de kilomètres qui nous séparent des planètes et des étoiles. Nous savons aussi, maintenant, par cette découverte, que le temps est plein de vide. Le temps a une densité. Le temps, c'est comme la masse, comme l'espace a une densité. C'est-à-dire que vous pouvez le contracter ou le dilater, tout comme vous pouvez contracter un espace ou dilater une masse. Si vous prenez par exemple un cosmonaute qui s'en va dans une fusée, avec l'accélération, il pèse 1 tonne. De même que si vous rentrez à toute vitesse dans un arbre, en voiture, vous avez une décélération tellement grande que vous pesez aussi presque 1 tonne. Cela veut donc dire que vous arrivez à contracter ou à dilater une masse. De même, vous pouvez contracter et dilater le temps. Voilà la grande révolution, si on peut dire, de cette découverte. Cette découverte était connue autrefois. Elle s'appelle maintenant la théorie du dédoublement. Autrefois, ça s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. Ça se rejoint. Nous avons, avec mon ami Philippe, fait justement des recherches à ce propos pour nous apercevoir que les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs avaient connaissance de cette loi de dédoublement. Alors pourquoi dédoublement? En fait, il s'agit de dédoublement de l'espace et du temps. Imaginez donc que vous puissiez avoir des temps différents, à savoir que vous puissiez accélérer le temps. À ce moment-là, vous allez pouvoir vivre une expérience en accéléré qui pourrait être un futur de votre expérience présente. Si cette expérience se situe dans un petit instant entre deux temps observables, c'est-à-dire si vous bénéficiez d'un vide dans le temps pour vous plonger dans ce vide et aller faire une expérience en accéléré, vous allez bénéficier d'un futur immédiat. Donc l'accélération du temps pourrait permettre de se créer un futur absolument pas observable, imperceptible, donc qui ne serait que potentiel. Donc nous partirions dans ce que nous appellerions des ouvertures temporelles pour voyager dans le temps et revenir avec la connaissance d'un futur. Vous imaginez l'intérêt d'une telle expérience? Notre vie n'est faite que d'agressions et de temps de réponse. Nous devons, à chaque instant, trouver la solution à des milliers de problèmes. Notre corps est fait pour trouver des milliers de solutions à des milliers de problèmes instantanés. En bénéficiant d'une accélération du temps dans des ouvertures temporelles, nous pouvons aller chercher les solutions à nos problèmes et les mettre dans notre présent immédiatement. À ce moment-là, cela signifierait que nous vivons en actualisant des futurs potentiels. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est que ces futurs potentiels? La mécanique de l'infiniment petit, qu'on appelle mécanique quantique, permet de voir ce que peut être un futur potentiel. En effet, tout dans l'espace n'est que, l'infiniment petit, n'est que particules en perpétuelle agitation. Le repos n'existe pas.
S'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de présent. Il n'y a que des futurs possibles. Il est absolument impossible dans une agitation de trouver le moindre présent. Tout n'est que potentiel. Or, il se trouve que si nous effectuons des mesures, nous obtenons bien quelque chose de figé. Nous obtenons des mesures précises. Nous voyons sur nos appareils des quantités bien remarquables. Cela signifie que l'observateur, le technicien, celui qui expérimente, fige un futur dans son présent. Nous savons aussi que si nous prenons deux opérateurs ou deux observateurs, ils vont figer deux présents différents. À savoir qu'une même particule pourra avoir deux présents différents. Vous voyez donc que la notion de futur potentiel est très intéressante dans l'infiniment petit. Pourquoi ne serait-elle pas intéressante dans notre quotidien, puisque nous sommes faits de particules et nous sommes dans un environnement tel que tout n'est que des grosses particules qui nous entourent dans des horizons infinis, qui eux-mêmes peuvent être considérés comme particules dans des horizons encore plus grands. Vous voyez que la notion de temps et d'accélération possible entre temps différents nous conduit à envisager notre vie sous une autre forme, à savoir que nous serions des machines à actualiser des futurs potentiels. Ces futurs potentiels seraient de notre création dans des ouvertures temporelles. C'est-à-dire, dans notre présent, nous serions en train de fabriquer des futurs potentiels qui nous permettraient, dans le futur, de survivre. Alors, si cette loi est établie, or elle est établie, il faut considérer maintenant la réciproque, à savoir si nous sommes capables d'aller dans des ouvertures temporelles pour fabriquer un futur potentiel, nous devons considérer que notre temps de vie présent est un temps accéléré dans l'ouverture temporelle d'un temps ralenti. À ce moment-là, nous serions, nous, en train de fabriquer un futur potentiel d'un autre nous qui serait dans un temps ralenti. Alors ce temps ralenti, évidemment, ça pose des questions, à savoir, est-ce qu'avant de naître, nous ne serions pas cet autre nous? Est-ce qu'après notre mort, nous ne rencontrerions pas cet autre nous? Vous voyez la notion de dédoublement qui en fait utiliserait une différenciation des temps. Cette différenciation des temps aurait besoin d'un phénomène physique pour exister, un mouvement, une dynamique. Or, le système planétaire est justement fait pour nous permettre d'accélérer ou de ralentir le temps et de différencier le temps. Alors là, il faut envisager autre chose au niveau scientifique. Ça a été fait. Ça a permis de voir qu'il y avait un cycle de 25 000 ans. Pendant 12 500 ans, les temps se différencient, passé, présent, futur. Pourquoi passé, présent, futur? Temps ralenti, c'est un passé. Notre présent, nous le connaissons. Et le futur, c'est un temps accéléré. Donc, différenciation des temps pendant 12 500 ans pour avoir une très grande liberté dans le présent avec des futurs lointains et des passés lointains. Puis, accélération des temps de façon à ce que cette différenciation des temps se résorbe en 12 500 ans pour arriver enfin à ce qu'on appelait autrefois la fin des temps, qui n'a rien à voir avec la fin du monde, ni avec une catastrophe quelconque. C'est simplement que tout d'un coup, ce cycle permettrait d'avoir une perception du futur et du passé instantanée. Ça nous donnerait nos potentialités immédiates. Or, il se trouve que nous vivons actuellement cette fin des temps, ce qui permet à l'humanité d'aller très vite, de disposer d'un potentiel absolument prodigieux et surtout d'avoir la possibilité d'utiliser dans la vie courante les intuitions et les prémonitions. Car réfléchissons à une chose, si nous sommes capables de nous projeter dans des ouvertures temporelles, dans des temps accélérés, et d'en revenir avec une solution à un problème, comment peut-on avoir cette solution? Cela s'est fait dans un temps imperceptible. Il n'est pas question de mémoriser une longue expérience dans un temps imperceptible.
Il faut donc retenir que l'essentiel, et cet essentiel va nous apparaître sous forme d'intuition ou de prémonition s'il y a danger. Alors là, vous expliquez toute la partie instinctive de l'homme, toute la partie réflexe, toute la partie que le bébé possède dès sa naissance. À savoir, il n'a pas besoin de réfléchir pour trouver le sein de sa mère. Il sait qu'il faut téter. Il sait aussi qu'il faut manger, il faut boire. Il ne réfléchit à rien de sa survie. Tout est instinctif. Tout n'est que réflexe. Et cela vient justement par une partie d'un principe vital ignoré qui se trouve dans le sommeil. Car où peut-on accélérer le temps ? Nous savons tous que le rêve accélère le temps. Les expériences le montrent. On rêve une longue histoire et en fait, cette histoire n'a duré qu'un millième de seconde. Donc nous savons que le rêve accélère le temps. L'enfant sait que s'il ne rêve pas, il meurt. C'est pour ça que l'enfant qui naît et qui dort à peu près 20 heures par jour a besoin de rêver 50% de son temps. L'adulte le fait beaucoup moins, le vieillard encore moins. Cela signifierait que à la naissance, on a besoin de beaucoup d'informations et qu'ensuite, on a une liberté dans notre présent qui nous permet d'actualiser les meilleurs futurs en fonction de notre passé. En fait, la vie ne devrait être qu'une recherche d'équilibre entre le futur qu'on est capable de créer et le passé que nous avions avant de naître. Vous voyez que maintenant, avec cette théorie du dédoublement, les questions métaphysiques se posent d'une façon totalement différente. Il ne s'agit plus de savoir si nous vivons ou non avant ou après la vie terrestre, mais de savoir pourquoi nous vivons, comment nous vivons et comment se servir d'un principe vital pour bien vivre. Alors ça pose un autre problème, évidemment. D'où vient ce dédoublement ? Comment ça se fait ? Toujours la même question. Ce dédoublement nous permet de nous être créateurs, c'est-à-dire nous créons notre futur pour le vivre dans le présent en fonction d'un passé. Mais ce passé, d'où vient-il ? Il vient d'un dédoublement. Or, la théorie montre que pour dédoubler, il faut à l'origine une pensée unique, un créateur unique, disons un créateur d'un premier dédoublement. Je ne veux pas dire créateur dans le sens des créations, des religions, des différentes métaphysiques ou philosophies. Ça, c'est un autre problème qui touche à la liberté de chacun. La seule chose que je veux dire, c'est que cette théorie, qui est vérifiée, qui a même permis de calculer des constantes universelles, prouve qu'on a besoin d'un créateur du premier temps d'un dédoublement. Or, comme l'on sait que maintenant, il faut diviser le temps 7 fois pour obtenir la différenciation passé, présent, futur. Nous retrouvons des choses bibliques, des choses sumériennes très intéressantes et qui montrent qu'autrefois, où la technologie était évidemment très peu poussée apparemment, les gens bénéficiaient d'un principe vital qui faisait qu'ils organisaient leur présent en fonction du futur. Et cela avec une maestria qui nous paraît maintenant enfantine, dans le sens que, comme ces civilisations anciennes ne se posaient pas du tout nos questions matérielles, il semble que leur mode de vie était vraiment peu intéressant par rapport à notre mode de vie actuel. Or, c'est tout à fait l'inverse. Il faut imaginer que les conditions de vie étaient tellement hostiles, tellement dures, que s'ils n'avaient pas eu ce principe vital pour survivre, ça aurait été une plus grande barbarie que celle qu'ils connaissaient. Nous pensons que nous ne sommes pas des barbares, que nous sommes des gens civilisés, sous prétexte qu'on supprime la peine de mort, que on va dans des principes d'égalité, de fraternité, de liberté. En fait, nous vivons très mal, puisque nous ne savons pas que la moindre de nos pensées présentes fabrique un futur potentiel actif. Que si je veux nuire à quelqu'un, je nuis à mon futur et je nuis au futur de ce quelqu'un. Car en fait, réfléchissons à une chose. Si je suis capable de créer un futur potentiel, ce futur potentiel est disponible dans l'humanité entière.
Donc ça signifie que l'humanité entière me crée des futurs potentiels où je vais puiser pour survivre. Qui me dit que ces futurs potentiels sont bons pour moi, puisqu'ils ont été fabriqués par d'autres personnes que moi. Donc vous voyez, cela pose un autre problème. Il faut vivre également en fonction des futurs potentiels qui sont adaptés à notre propre individualité. Celui qui pense avoir une vérité et qui veut l'imposer est obligatoirement dans l'erreur, puisqu'il crée un futur potentiel pour les autres alors que c'est son propre futur potentiel. Nous sommes dans un futur collectif parce que nous devons comprendre les autres. Mais celui qui veut imposer son idée devient forcément quelqu'un de dangereux pour la collectivité. Alors vous voyez bien que ce principe scientifique, bête et simple, à savoir trouver du vide dans le temps, alors en science on parle d'un temps stroboscopique, comme dans les boîtes de nuit, vous savez, où on alterne les flashs avec les temps obscurs. Donc la réalité que vous voyez n'est pas la vraie, puisqu'il manque les temps obscurs. Ça vous donne l'impression d'une agitation par soubresaut, d'un temps ralenti. Notre perception également du temps est une chose qui est tout à fait subjective. Vous voyez, nous ne percevons que 24 images par seconde. Si on en met une 25e, évidemment, elle disparaît. Elle disparaît tellement bien qu'on appelle cela subliminal, et ça permet d'influencer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ça a été utilisé en période électorale, ça a été utilisé pour des publicités de marques ou autres. Cela signifie que nous pouvons, hors de la perception des temps présents, agir sur la conscience des gens. Nous pouvons perturber la pensée des gens par des images subliminales. Eh bien, nous pouvons également perturber la pensée des gens par des temps subliminaux, puisque ces ouvertures temporelles, en fait, font partie de l'imperceptible. Donc, cette théorie a l'avantage de rendre l'invisible visible. Enfin, visible dans le sens de la perception d'un autre sens que les gens classent dans le paranormal. L'intérêt de mélanger passé, présent, futur vous montre que la clairvoyance n'est pas quelque chose qui ne devrait pas... que la clairvoyance est absolument nécessaire pour vivre. Les animaux le savent, ils ne réfléchissent pas, ils ont des prémonitions, ils ont par exemple des migrations, on sait que lors d'un tremblement de terre, les oiseaux se cachent. On va dire qu'il y a des ondes telluriques qui leur permettent de se cacher avant que le tremblement de terre n'ait lieu. Mais on sait aussi que les rats quittent un navire avant que la tempête ne soit même déclenchée. On sait qu'à Hiroshima, les rats ont quitté Hiroshima alors qu'il n'y avait aucun prémisse de bombardement. Donc, les animaux sont capables de clairvoyance. On a fait des expériences à ce sujet. Bon, personne ne le nie. Nous, les hommes, nous nous méfions de ce qui, en fait, est un principe vital. Voir le futur avant de le vivre est une chose essentielle que nous faisons sans le savoir et que nous faisons tous les jours. C'est la survie qui est en jeu. Or, ce principe vital que nous sommes obligés d'utiliser, nous l'utilisons dans l'ignorance et de ce fait, nous nous rendons malades. Alors c'est là où ce principe vital devient intéressant, parce que la science c'est une chose, mais si elle ne sert à rien dans le quotidien, elle devient inutile. Par contre, si nous pouvons nous équilibrer, retrouver des intuitions, retrouver des prémonitions, pour supprimer tout déséquilibre, et les déséquilibres à l'heure actuelle sont violents, la recrudescence du cancer en est une preuve. Si nous pouvons donc stabiliser les gens en leur inculquant l'idée qu'ils peuvent se stabiliser tout seuls, à ce moment-là, cette théorie devient très importante, bien plus importante que les publications scientifiques qui n'ont d'intérêt que de permettre à des érudits de se glorifier d'une connaissance un peu supérieure. Donc, nous avons, avec mon ami Philippe Bobola, physicien comme moi, mais qui en plus est chimiste et biologiste, donc qui s'intéresse de très près au vivant, donc à l'homme,
nous avons mis en œuvre cette application dans le quotidien de la vie pour essayer de donner aux gens l'idée qu'ils pouvaient s'équilibrer eux-mêmes, tout seuls, et en bénéficiant de quelque chose de remarquable, mis en évidence, cette fameuse fin des temps que nous vivons actuellement, qui a été mis en évidence par des explosions solaires. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais disons qu'il y a une approche dangereuse de cette fin des temps, puisque nous fabriquons les futurs potentiels qui vont venir à nous avec un temps accéléré. C'est-à-dire que plus nous allons vivre ou penser des choses dramatiques, plus nous allons vivre des choses dramatiques. Il est donc de première nécessité de faire connaître aux gens la possibilité qu'ils ont de se stabiliser, de s'équilibrer et surtout d'équilibrer les futurs potentiels pour que l'humanité se calme. Car en fait, la planète est en train de se dérégler très très vite. Quand il y a 10 ans, je disais qu'il y allait avoir un réchauffement planétaire d'1 degré, je n'étais pas tellement, disons, pessimiste. Il se trouve que maintenant, c'est prouvé que la modification climatique n'est plus une histoire de supposition. La fonte des glaciers est là. La montée des eaux est envisagée. Les changements des paramètres magnétiques sont là. L'activité solaire devient exponentielle. Enfin, tout cela nous prouve que nous accélérons cette fin des temps et que de ce fait, nous rentrons dans une période dangereuse. N'oubliez pas une chose, autrefois les gens disaient qu'à la fin des temps, nous allions découvrir des potentiels importants, découvrir le caché, c'est-à-dire découvrir notre passé et notre futur potentiel. En grec, cela se disait apocalypsos. Donc nous allions connaître une apocalypse. Maintenant, l'apocalypse est devenu synonyme de chaos, car en effet, à chaque fin ou commencement des temps, il y a des périodes dangereuses. Des périodes telles que l'humanité en prend un coup à chaque fois. Cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de prépondérant, de primordial. Il faut absolument faire connaître cette notion de fin des temps pour que nous puissions ajuster nos futurs à nos passés et nous équilibrer. Alors nous avons déjà vu, à notre petite échelle, avec l'aide de cancérologues, de médecins, des résultats absolument prodigieux qui feraient penser au miracle s'il n'y avait pas derrière cette théorie scientifique sur la stroboscopie du temps, mais qui ne sont que des miracles apparents pour celui qui sait utiliser les ouvertures temporelles. Les utiliser comment ? Simplement en utilisant le sommeil paradoxal qui permet d'avoir cet échange d'informations entre passé, présent, futur. Alors comment utiliser un sommeil paradoxal puisque nous n'y avons pas accès ? Nous ne pouvons pas contrôler quelque chose qui se passe pendant notre sommeil. Et pourtant, pendant ce sommeil, s'effectue quelque chose d'important puisque nous savons que le temps s'y accélère. C'est un endroit privilégié pour ces échanges d'informations. Bon, les ouvertures temporelles, nous les rencontrons à chaque instant de notre vie puisque notre corps en a besoin perpétuellement. Mais celui qui arriverait à avoir un échange informationnel permanent, utilisant le sommeil paradoxal. Il est prouvé que le sommeil paradoxal est vital. Si vous supprimez le sommeil paradoxal à un animal, on ne l'a pas fait sur l'homme, évidemment, on s'aperçoit qu'il meurt en très peu de temps. Par exemple, le rat meurt en 19 jours. Vous pouvez le nourrir comme il faut, lui faire danser les danses de son choix. N'empêche que si vous le supprimez le sommeil paradoxal, il meurt. Donc on sait aussi, il y a une maladie chez l'homme l'insomnie fatale, qui fait mourir un homme en 7 à 24 mois. Donc on sait que le sommeil paradoxal est vital. Évidemment qu'il est vital, puisque c'est là que se passe l'information. L'enfant qui vient de naître utilise, vous imaginez, 10 heures de son temps pour recevoir des échanges d'informations. Il en a besoin, puisqu'il arrive dans un espace qu'il ne connaît pas, dans un temps qu'il ne connaît pas, donc il va utiliser l'accélération du temps pour recevoir des informations. Par quel intermédiaire ? Par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler un autre moi, un double. Alors je donnerai une information à ce propos-là intéressante sur le passé et sur le grec, puisque nous nous sommes amusés à voir, enfin c'est un terme un peu
qui n'est pas adapté à mon propos, à savoir que le grec était une langue qui permettait de retrouver des éléments mathématiques de la théorie du dédoublement, donc qui s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. Le dédoublement du premier, le premier en grec c'est alpha. Donc l'alpha qui se dédouble devient alpha-alpha. Alpha-alpha, il lui faut une bifurcation pour revenir à la position première, cette bifurcation étant le nu en grec, ou le n. Alors ça vous donne anna. Et anna en grec veut dire le très haut, l'inaccessible, curieusement. Or, si vous allez à un deuxième dédoublement, qui fait intervenir la deuxième lettre de l'alphabet, le bêta, vous obtenez anna bêta. Or, anna bêta, avec quelques voyelles par la suite, vous donne une notion d'éternité, anabaino, ou une notion de reptation sinueuse, d'échange, pourquoi pas d'échange d'informations. Surtout si vous allez ensuite à une troisième différenciation du temps par un troisième dédoublement qui vous donne le gamma en grec, anna gamma. Si cet échange d'informations vient de anna, c'est-à-dire du haut, de l'inaccessible, à ce moment-là c'est envoyé par le haut. En grec, envoyé se dit elao, poussé en avant. En hébreu, Elohim, Elos. Donc, celui qui est envoyé en avant par deux dédoublements successifs deviendrait l'anagelos, qui contracté donne aggelos, traduit en latin donne angelos. C'est l'ange que les religions nous ont transmis. Mais ce n'a plus rien à voir. Évidemment, cette connotation angélique actuelle n'a rien à voir avec l'aggelos. L'aggelos ne signifiait pas du tout en grec l'ange. Ça signifiait le messager du temps. Alors là, c'est important de voir que justement, s'il y a un messager du temps, c'est que le temps doit servir à quelque chose dans notre vie. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que les gens qui parlent d'ange gardien, sans trop savoir ce que ça signifie, ne sont pas si loin d'une réalité. Seulement, le problème, c'est que l'ange gardien, avec toute la connotation religieuse qu'il y a derrière, fait penser à un être extérieur, un être auquel nous n'avons pas accès. Or, si nous pensons dédoublement, nous avons, chacun d'entre nous, une autre partie de nous, qui est en fait la partie créatrice qui est en nous, qui permet à la fois le contrôle du futur et du passé. Ce n'est pas un étranger, c'est nous. C'est à peu près la seule personne que nous pouvons injurier, que nous pouvons maltraiter. C'est ce qui nous permet de survivre et de bien vivre. Si nous ne faisons aucun échange d'informations avec cette autre partie de nous, nous ne savons même plus pourquoi nous vivons et ce que nous devons faire sur Terre pour fabriquer des futurs potentiels qui, à notre mort, deviendront notre réalité. Alors, pour terminer cette discussion un peu scientifique, très peu scientifique, mais surtout qui est utile pour la vie courante, j'aimerais dire une chose, c'est que ce futur, ce passé, ce présent, il est nôtre. Nous sommes une trinité. Alors, comment se fait-il que cette trinité marche si mal? C'était fait pour ajuster un futur à un passé, et nous voilà avec des maladies, avec des souffrances. Ça veut dire que nous sommes vraiment très mal placés pour utiliser ce principe vital. Or, il faut savoir une autre loi, c'est que tous les 25 000 ans, il y a donc fin des temps et un commencement des temps nouveaux. Ce n'a plus rien d'ésotérique dans le sens où je veux le dire maintenant, puisque cela correspond à une découverte scientifique parfaitement établie. Mais cela signifie que nous avons tout d'un coup la possibilité de voir tous les potentiels qui sont nôtres et de repartir avec cette connaissance pour un cycle nouveau. Or, il se trouve que à cette période trouble, un peu chaotique, puisqu'on découvre à la fois le passé et le futur, on a la possibilité d'aller visiter, explorer le futur lointain qui est dangereux, qui est, disons, on peut le dire, inutile ou interdit, et cela pour 25 000 ans. Ceux qui vont dans cette exploration dangereuse laissent dans leur passé celui qui aurait dû être
dans leur futur, à savoir leur double, leur ange gardien. Donc vous voyez qu'il y a une autre notion, à savoir qu'il y a une faute commise lors du dernier commencement des temps et que nous n'avons plus du tout de gardien de notre futur. Nous avons quelqu'un pour nous protéger dans le passé et nous sommes en train de fabriquer son futur. Notre vie sert à fabriquer le futur d'un autre nous-mêmes et si ce futur ne correspond pas à ce que nous recherchons, lorsqu'arrive la fin des temps, nous ne pouvons plus regagner le passé que nous avions pourtant décidé de vivre. Vous voyez qu'il y a un mélange des temps qui est très très important et qu'il est donc primordial de rechercher absolument cet équilibre quotidien pour adapter le futur au passé dans notre présent, sans chercher à modifier quoi que ce soit chez autrui. Or, pour conclure, nous pourrions dire qu'à l'heure actuelle, chacun pense trouver sa vérité, essaye de l'imposer à autrui, en pensant qu'autrui n'a pas la bonne vérité, alors qu'en fait, la vérité, c'est l'ensemble de toutes les parcelles créatrices qui sont en chacun de nous. Si nous voulons connaître le Créateur, il faudrait connaître chaque créature. Or, vous voyez que l'univers est composé de milliards d'étoiles. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons les seules créatures dans l'univers. Si nous voulons connaître ce Créateur, il faudrait connaître les milliards de créatures qui peuplent l'univers. Donc vous voyez que celui qui penserait avoir la vérité se tromperait totalement puisqu'il n'a accès qu'à une faible, très très faible partie des futurs potentiels créés à chaque instant par chacune de nos pensées. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est d'abord se connaître soi-même pour pouvoir connaître et aimer les autres. Aimer, pas dans le sens amour, New Age, mais dans le sens que créer un futur potentiel dangereux pour quelqu'un, c'est se perdre, puisque ce futur potentiel dangereux sera un jour utile pour nous pour survivre. Alors autant essayer de créer des futurs agréables et calmer ainsi la planète qui ne connaîtra pas d'apocalypse dramatique. C'est en fait le message que l'on pourrait dire à la suite de cette publication scientifique, mais la science actuelle est encore loin de vouloir promouvoir une telle idée, puisqu'elle est devenue la religion de la fin des temps, une religion terriblement dogmatique, et il faut donc se modifier soi-même avant de chercher à modifier les autres. C'est ce qu'on pourrait dire en conclusion de ce petit, tout petit, vraiment trop petit monologue, entretien, et savoir que l'on peut s'équilibrer à chaque instant de sa vie en utilisant le principe vital, voilà ce qui est le mieux à envisager dans l'instant présent.